Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, notre mission, c'est de vous accompagner au quotidien dans vos projets, dans vos rêves, dans vos objectifs financiers et au mieux de nos connaissances. On vous a fait également une promesse, soit de vous garder informé et de vous partager des capsules financières comme celle d'aujourd'hui pour solidifier votre compréhension du monde économique et boursier. À noter également qu'on va demeurer disponible si vous avez des questions à la suite de cette capsule ou même de continuer la conversation avec vous en privé. Aujourd'hui, mercredi 9 novembre 2022, on a la chance d'avoir un invité bien spécial avec nous, M. Ghislain Maillet, vice-président chez Fidélité. Ghislain, comment ça va? Super bien, Zach. Merci pour l'invitation. À vous deux. Merci à toi. Ma première question pour toi, Ghislain, on avait eu la chance de t'avoir au premier trimestre de 2022 pour une capsule financière comme celle-ci. Comme tout le monde le sait, la situation a bien évolué depuis. Une guerre en Ukraine qui se persiste, des niveaux d'inflation bien plus élevés que les cibles des dernières années, les banques centrales avec des politiques plus restrictives. De votre côté, chez Fidélité, qu'est-ce qui a retenu le plus votre attention en 2022? Je pense déjà que tu l'as bien résumé, que depuis le début 2022, la grande surprise, c'est comment loin que l'inflation s'est rendue. Donc, comment loin que les banques centrales ont dû augmenter les taux d'intérêt à date, même si c'est probablement pas fini. Ils ont déjà fait un énorme passage. Donc, le résultat, quand les taux d'intérêt montent rapidement comme ça a un effet généralisé de réévaluer tous les actifs à la baisse. C'est comme l'équivalent d'une marée qui descend, là, ou qui a descendu en tout cas, dans le sens que quand les taux d'intérêt montent, les obligations descendent, la bourse descend, une évaluation d'une PME dans le marché n'est pas évaluée au même prix qu'aujourd'hui, l'immobilier descend. À part des ressources naturelles, qui est typiquement une source de protection contre l'inflation, accentuée par le conflit en Ukraine, toutes les classes d'actifs sont négatives. Donc, c'est ça la surprise, c'est ça qui est plate. Parce que d'habitude, il y a toujours des parties du portefeuille qui compensent. Ce n'est pas le cas en 2022. Ou presque. En effet, en effet. Merci, merci pour ta réponse. Question numéro 2 en soi, là, c'est mon volet boule de cristal. Pour les clients qui nous écoutent, on peut s'attendre à quoi comme régime en 2023 et les années subséquentes? Penses-tu que les taux d'intérêt vont rester encore élevés, que l'inflation va revenir aux cibles qu'on voyait avant 2022? Qu'est-ce que vous voyez de votre côté? Je pense que tu as bien cadré le mot. C'est pas une petite passe, c'est un nouveau régime qu'on est dedans, un régime inflationniste qui a des... c'est pas tout négatif, mais l'ajustement à ce nouveau régime-là a des conséquences. Il faut voir la façon qu'on place notre argent différemment dans un régime inflationniste qu'un régime non inflationniste. Si je peux me permettre, je vais juste utiliser quelques petits visuels Ah oui, certainement. pour expliquer un concept. Des fois, il faut utiliser des visuels bien simples, là, mais voici un que j'aime utiliser pour qu'on comprenne on est dans quel type de régime. Donc, pour les derniers 40 ans, quand ça vient de l'inflation, a été soit absente ou sous contrôle. Ce qui veut dire que ça, c'est un régime le fun parce qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter de l'inflation. Donc, quand il y a des chocs extérieurs qui menacent la santé de l'économie ou la confiance des consommateurs, on peut éventuellement se permettre de stimuler le problème. Comme qu'on a fait dans la crise financière en 2008, comme qu'on a fait pas à peu près durant le début de la pandémie, s'il n'y a pas d'inflation, on a le luxe de peser l'accélérateur économique, plus concrètement, descendre les taux d'intérêt qui stimulent l'économie, qui stimulent l'investissement, qui stimulent la consommation, ou carrément créer de la nouvelle argent et l'injecter dans un système économique qui aussi stimule l'économie, stimule l'investissement et en général peut régler plein de problèmes. Maintenant, passons au régime actuel où le problème de l'inflation, c'est justement un problème. Ce qui est unique du problème d'inflation, même si ce n'est pas unique dans l'histoire, on a déjà eu des passes là-dessus, puis cette tempête-ci va passer pareil, ça va se régler. Et puis juste pour faire une petite parenthèse, là, il y a eu plein de décennies dans l'histoire des années 60 ans où il y avait beaucoup plus d'inflation qu'aujourd'hui, même beaucoup plus de problèmes géopolitiques qu'aujourd'hui, comme les années 40. Le géopolitique, c'était la Deuxième Guerre mondiale. On est loin d'être là. Et l'inflation était plus haute qu'aujourd'hui. Puis malgré ça, la bourse était positive dans les années 40. Donc, je vais juste faire une petite parenthèse pour dire que oui, c'est une tempête unique relative aux derniers 40 ans, mais pas unique dans le monde de l'économie ou dans le monde de la bourse. Je reviens au point.
le nouveau régime qu'on est dedans, que l'inflation, c'est le problème. La solution, c'est précisément l'inverse de tous les problèmes qu'on a vécu ensemble dans le passé ou ce qu'on peut stimuler. Quand il y a l'inflation, on ne peut pas baisser l'accélérateur, on peut pas garocher de l'argent à tout le monde pour qu'il dépense. Parce que tu donnes de l'argent à quelqu'un, tu ne crées pas un baril de pétrole pour qu'il consomme, tu ne crées pas de la nourriture, tu ne crées pas de la main-d'œuvre pour les servir. Là. Tu crées juste de la demande économique. Donc, la solution à l'inflation, c'est précisément l'inverse que la solution en 2008, la solution à la pandémie, la solution à toutes les restrictions du passé. Il faut ralentir l'économie. Ralentir l'économie, ça veut dire faire disparaître de l'argent. Donc, l'inverse d'imprimer de l'argent, de créer de l'argent, on va faire disparaître. Puis ça a commencé il y a quelques mois. Et augmenter les taux d'intérêt. Mais là, par contre, il y a quand même un peu de bonnes nouvelles. Là. Les augmentations de taux d'intérêt, là, ça, c'est les taux d'intérêt sur la dette américaine qui a passé de 0,3 0,3 il y a quelques mois, début d'année, quelques mois, 2 ans, à 4,0 ou en autour de 4 aujourd'hui. Il y a peut-être un autre petit chemin à faire, mais où il faut commencer à voir ça comme une bonne nouvelle, c'est que le pire est derrière nous en termes d'augmentation de taux d'intérêt, même s'il y a une possibilité d'en avoir plus dans le futur. Ça dépend à quel taux l'inflation évolue. Puis si je peux me permettre un dernier point sur l'inflation, là, on a parlé de qu'est-ce qui nous a rendu là, puis on est dans un régime inflationniste, puis si l'inflation est tenace, il faudra qu'ils continuent à peser le frein. Puis si l'inflation se calme, ils vont lever leur pied du frein. Puis il faudra qu'on gère ça. Puis il y a des placements qui se défendent mieux là-dedans que d'autres. Puis si vous voulez, on peut parler des placements qu'on fait qui se défendent mieux dans cet environnement-là. Par contre, la petite bonne nouvelle que j'aimerais te partager, c'est qu'on a un sommet d'inflation. Ça fait 3-4 mois que les chiffres d'inflation, que ce soit américains ou canadiens, ont arrêté d'augmenter. Puis au Canada, on commencé à descendre. On va avoir un chiffre demain des États-Unis. Ça pourrait être bon ou pas bon, mais la tendance est qu'on va commencer à descendre en inflation, ce qui va enlever de la pression des banques centrales de continuellement augmenter les taux d'intérêt à chaque rencontre. Donc, ça tout seul, c'est un facteur qui passe de très négatif à mieux ou positif, dépendant de comment ça évolue l'année prochaine. Super. Merci beaucoup. Plaisir. Merci, Ghislain. Honnêtement, je retiens le fait que l'inflation a probablement ou peut-être plafonné. Donc, ça, c'est toujours une bonne nouvelle. Et je retiens aussi le fait que c'est du déjà vu dans le sens qu'on a déjà vu ça dans l'histoire du marché. Tu nommais les années 40 avec la guerre, avec l'inflation. Évidemment, la situation actuelle n'est pas évidente, mais c'est quelque chose quand même qu'on a déjà vu, donc ça peut être rassurant. J'ai envie de poursuivre au niveau de l'économie. On entend le mot récession de plus en plus dans les médias. J'aimerais t'entendre à ce sujet-là. J'aimerais connaître votre opinion puis savoir si c'est le cas, qu'est-ce que ça veut dire dans le fond pour les portefeuilles de tout le monde? Ça, c'est une question qui devient plus pertinente. Pas plus pertinent que l'inflation parce qu'il faut que ça descende, mais c'est une récession ou un ralentissement économique, puis on va faire la différence entre les deux, là, puis parler de différents scénarios et quelle région est plus sensible que d'autres, quel secteur économique est moins sensible que d'autres. Mais premièrement, il ne faut pas avoir peur du mot récession. C'est rien de nouveau. Il y en a eu plein de l'année 40 ans. Il va en avoir plein des prochains 40 ans. C'est tout à fait normal de passer dans des cycles économiques. Je vais aller plus loin que ça. La récession ou un ralentissement économique dans les prochains 12 à 24 mois, c'est pas juste possible, c'est probable. C'est pas juste probable, c'est presque souhaitable. Et je m'explique. Parce que l'alternative disons que les banques centrales se disent c'est pas vraiment pas populaire de créer de la douleur économique qui vient avec un coût de financement plus élevé, que ce soit des hypothèques, des prêts, n'importe quoi, tout l'argent coûte plus cher. Mettons qu'il n'y aurait pas la tonicité qu'on a vue en 2022 puis qu'il n'augmenterait pas les taux d'intérêt autant, ça augmente le risque d'un scénario bien pire qu'une petite récession à court terme. Pardon. C'est le risque d'un spirale inflationniste, comme les années 70. Un spirale inflationniste, c'est quand on ne règle pas l'inflation quand ça apparaît au début. Et donc, l'inflation traîne pendant des années. Et donc, ça rentre dans la psychologie de tous les participants économiques, que ce soit les consommateurs ou les employés ou les employeurs. Par exemple, si moi mettons on arrive à un point que les gens, monsieur, madame, tout le monde est convaincu que l'inflation ne va jamais disparaître, il extrapole à éternité, comme que souvent les gens peuvent faire. Là, il va dire à leur employeur, regarde, il faut que tu m'augmentes de beaucoup chaque année. Là.
parce que je sais que mon coût de vie va augmenter chaque année. De l'autre côté, l'employeur va dire, ben, si je veux garder mon talent, je vais augmenter leur salaire chaque année, mais pourquoi penser, je vais augmenter mon prix de vente chaque année. Et là, ça justifie l'inflation, ça justifie les demandes d'augmentation, et on est dans une spirale inflationniste. Donc, c'est bien mieux que les banques centrales, qui sont tough avec le problème d'inflation, avec toutes les augmentations de taux d'intérêt, restent tough, même si ça veut dire qu'on va avoir un ralentissement économique à court terme. Parce que c'est mieux ça, puis qu'on passe à un autre problème, que ça traîne et que ça traîne pour des années. Donc ça, c'est point numéro 1. Point numéro 2. Pensez pas à récession égale 2008. Là. Ça rime des récessions, mais ils ont toutes leur petite personnalité. Là. Comme tous les marchés baissiers, ça peut se ressembler de loin, mais ils ont aussi toute leur petite personnalité. Voici comment est-ce que nous, on voit le ralentissement économique, que ça soit appelé une récession ou pas, on verra. Mais juste une petite distinction géographique, là, on voit plus de choses qu'on appelle le ralentissement économique canadien une récession que le ralentissement économique américain. Pour la simple, puis on peut en parler après, là, mais l'endettement des ménages canadiens est plus prononcé que l'endettement des ménages américains. Et donc, chaque augmentation de taux d'intérêt au Canada frappe plus fort le ménage canadien que ça frappe le ménage américain. Ça frappe les deux, mais pas de la même façon. Mais revenons à l'idée d'un ralentissement économique. L'économie nord-américaine, là, presque pas loin de 70%, c'est vous, c'est nous, c'est les consommateurs et leurs choix qu'ils font. Je consomme-tu plus, je consomme-tu moins? Je consomme où? Puis si je coupe où? Si j'augmente où? C'est ça, l'économie, la grande majorité de l'économie. On est dans un contexte qu'il faut exclure l'idée de grande dépression. C'est là, il y a 2 jobs pour un employé. 1,9 exactement pour un employé aux États-Unis. Donc, point numéro 1, tout le monde qui veut travailler peut travailler. Point numéro 2, tout le monde qui veut une augmentation de salaire va probablement l'avoir, ou en grande partie. Point numéro 3, même si les salaires augmentent, le coût de la vie augmente plus vite. C'est ça qui est tough de l'inflation qui est trop élevée. C'est pour ça qu'il faut la ramener à l'ordre. Chose qu'on traite de se faire. Mais quand le coût de la vie augmente plus vite que les salaires, le résultat économique, c'est que le monde dépense tout leur salaire. En moyenne à la moyenne. Il y a toujours des économes, il y a toujours des dépensiers, mais ça amène les gens à dépenser la majorité de leur salaire, si pas plus, avec un taux d'économie négatif. Ça veut dire que si les salaires augmentent et tout le monde travaille, ou tout le monde qui veut travailler peut travailler, et leur salaire augmente, il va y avoir quand même beaucoup d'activités économiques. La question, c'est comment est-ce que l'activité économique va évoluer. Ce qui nous apporte à qu'est-ce qu'on fait dans les portefeuilles pour les investisseurs pour bien se positionner face à un ralentissement économique qui n'est pas possible, mais probable. Et donc, on n'a pas peur de ça, on s'ajuste tout simplement. Voici concrètement un exemple de plusieurs changements qu'on a faits. Quand ça vient à la consommation, on peut diviser ça en 2. Consommation discrétionnaire, les désirs. Consommation de base, les besoins. Bien, si je n'ai pas le choix de faire des choix parce que mon hypothèque va monter de 800 $ par mois bientôt, là, puis ça va être comme ça pour 3 à 5 ans, là, ben, c'est où est-ce que je vais couper? C'est beaucoup plus facile pour les gens, même s'ils n'ont pas envie, de couper dans les désirs que de ce qui est essentiel. Donc, il y a plusieurs de nos gestionnaires, certains qui font ça plus que d'autres, qui a réorienté la sélection de titres à l'intérieur du fonds. Ça ne paraît pas sur votre relevé. Votre relevé, vous voyez une ligne, mais vous ne voyez pas tous les changements qu'on a faits depuis les derniers 6-9 mois à l'intérieur du portefeuille. Une des directions qu'on a investi plus, c'est toutes les business qui vont l'indispensable. Parce que, juste pour faire la différence, là, aller au restaurant, c'est un désir. Manger, c'est un besoin. Donc, la bouffe va se vendre. Ça dépend par quel chemin que ça va se vendre. Puis, il y a un de vos collègues qui utilise un exemple que j'utilise. Là. Changez votre téléphone pour le nouveau iPhone 14 Ultra Pro, là, ou je ne sais pas quoi. Là. Un désir. Oui. Payer votre facture de Rogers, c'est un besoin. Bon. Donc, on peut se permettre de garder notre téléphone un petit peu plus longtemps. On ne va pas payer notre facture parce qu'on a besoin de rester en contact. Donc, on peut faire ça. Avoir un 3e voyage en famille, c'est un désir. Payer tes soins de santé pour qu'un membre de ta famille qui a besoin de quelque chose, c'est un besoin. Donc, tout ça, ça réoriente nos choix de placement pour être moins sensible à un ralentissement économique ou, même si, mettons qu'il n'y a pas de ralentissement économique, ou il n'y a pas de récession, il y a juste une petite stagnation économique, mais l'inflation reste en place.
Si je vends quelque chose, tu n'as pas le choix d'acheter. Même si j'ai la compétition, j'ai plus de chances de te passer mon inflation de coût d'opération dont ton prix de vente. Ouais. Si je te vends un désir, tu peux dire, ben, je ne vais pas te l'acheter ton désir. Ben, je n'ai pas le choix d'acheter mes besoins. Donc, ça, c'est juste un exemple. Il y en a plein d'autres, mais c'est des choses. Ça ne nous fait pas peur, la relation économique, mais ça fait en sorte qu'on fait des changements de portefeuille. C'est intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a sous le capot des portefeuilles, puis surtout de voir que la gestion active, c'est là qu'elle montre toute sa pertinence. Là, justement, dans une année, dans une décennie qui va probablement évoluer très vite, au moins on voit les changements qui sont faits pour les clients. Donc, c'est très rassurant d'entendre ça. Si je peux faire un point sur un commentaire que tu viens juste de faire, la gestion passive, comme acheter un indice, dans les derniers 15 ans, là, puisqu'on imprimait constamment de l'argent, les taux d'intérêt descendaient, ça créait une demande d'actifs qui augmentait chaque année, dans un monde où il n'y a pas plus d'actifs à acheter chaque année. Donc, pour chaque dollar de profit que la compagnie moyenne d'un indice génère, on payait plus cher chaque dollar de profit. Ça fait en sorte que l'investissement passif a vraiment, vraiment bien fonctionné dans les 15 ans. Il y a une partie de ça qui est finie. Parce que dans l'investissement passif, il y a des compagnies qui ne sont pas très profitables, qui augmentent avec la marée. Là. Ouais. Ouais. Dans un contexte où le coût de la vie augmente, les investisseurs ne vont pas financer un projet scientifique si ce n'est pas une vraie business qui m'apporte un vrai profit. Ils ne vont pas prendre du risque en sachant que j'ai toujours plein d'argent partout, je flush d'argent, donc je prends du risque sans même regarder qu'est-ce que j'achète. Ça prend un gros coup dans un régime inflationniste. Les indices deviennent plus faciles à surperformer parce que ça vaut la peine d'être sélectif et strictement investir dans on ne veut aucune compagnie avec des bilans trop endettés parce que ça va venir les pincer comme une hypothèque pour un ménage. 2, on ne veut rien savoir de financer un projet futur qui va peut-être être incroyable ou peut-être pas. On veut des vrais business profitables là. Et qu'on a la puissance de prix pour continuer à passer l'inflation consommateur. Puis ça, ce n'est pas tous les stocks du S&P 500 qui qualifient là-dedans. Oui. Donc, c'est le temps d'être sélectif, qui veut dire actif. Ouais. Excellent point. J'ai envie de continuer avec toi, peut-être parler du côté géopolitique un peu. On s'en fait parler beaucoup. C'est sûr qu'en début d'année, la guerre en Ukraine nous a pris peut-être un peu par surprise. Également, Taïwan, on entend parler un petit peu. Évidemment, ce n'est pas les premiers conflits qu'on voit. Tu en as parlé tantôt là, quand tu faisais allusion à la Deuxième Guerre. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Puis qu'est-ce que vous en faites également là, au niveau des portefeuilles? Bien, c'est une très, très bonne question. Ça, c'est clairement un sujet qu'on pourrait se perdre pour beaucoup de temps. Donc, je vais essayer de garder ça concis. Je vais juste reculer un petit visuel. Là. Premièrement, en toute honnêteté, là, ça, c'est une approche philosophique qui existe depuis des décennies à Fidelity. Ça fait 80 ans qu'on gère de l'argent. On ne prend pas de décision d'investissement importante basée sur notre opinion d'un événement géopolitique qui pourrait ou pourrait pas se manifester dans le futur. Parce que, premièrement, c'est prévisiblement imprévisible, le géopolitique, si on est vraiment honnête avec nous-mêmes. Il y a plein de choses qui sont difficiles à prévoir d'avance. Là. Quand ça vient les décisions de plein d'autocrates, dictateurs, mouvements électoraux, bref, c'est complexe. Mais plus important que ça, pour faire une bonne décision d'investissement sur le géopolitique, puis je ne veux pas enlever la tristesse de tout ce qui se passe là. Je veux juste dire qu'il y a toujours de la tristesse. Et ce n'est pas toujours aussi pertinent pour l'argent dans votre portefeuille, les business opérantes qui continuent à vendre plein de produits et de services à profit, qu'on peut l'imaginer quand on est collé à la nouvelle puis on est attristé par les événements. Mais voici les 3 raisons. Il faut avoir raison 3 fois pour prendre une bonne décision d'investissement basée sur du géopolitique. Puis bonne chance d'avoir raison 3 fois sur ces facteurs-là. Première chose, il faut avoir raison, c'est que l'événement ait lieu. Comme là, l'Ukraine, on n'a pas prévu qu'il y ait une invasion de l'Ukraine, mais on réagit rapidement. Donc, la réaction était simple. On a juste, les ressources naturelles de la Russie deviennent moins désirables parce qu'il y a plein de pays, pas toutes, mais il y a plein de pays qui ne souhaitent pas financer un régime violent. Ce qui rend nos ressources naturelles canadiennes ou nord-américaines plus souhaitables parce que, surtout le Canada, on n'est pas un régime violent. Donc, ça crée un engouement pour nos ressources naturelles et c'est le seul secteur boursier positif cette année. Donc, on a juste ajouté plus de secteurs de ressources naturelles canadiens dans nos portefeuilles. Mais
On a fait ça après l'annonce de la guerre, là, pas avant. Là. On avait déjà des ressources naturelles pour d'autres raisons, on a juste ajouté. Parce que l'Ukraine, c'est un conflit inflationniste. Dans un contexte qui était déjà sujet à de l'inflation. L'inflation américaine était à 6,7 avant la guerre. Donc, ça a juste accentué la guerre. Mais je reviens aux trois choses. Il faut avoir raison sur le risque. Là, on peut se poser la question, la Chine va-tu passer à l'action pour réunir Taïwan? Ben, ça fait longtemps qu'en parle de ça, elle n'a pas fait, même si ça fait plus de bruit et de boucan pour démontrer sa position de pouvoir dans le monde diplomatique. Là. Elle ne l'a pas fait encore. Donc, est-ce qu'elle va le faire ou pas? Ça, c'est une variable. Deux, même si vous avez raison qu'elle va passer à l'action, il faut avoir raison sur le timing, parce que si elle passe à l'action dans 5 ans, ça déjoue votre horizon de placement. Vous avez pris une décision en amont d'un risque qui se manifeste en 2027, ça ne va probablement pas être une bonne décision d'investissement ou une bonne raison de prendre cette décision-là, parce que c'est trop tôt. 3, il faut que l'impact du risque quelconque, indépendamment c'est quoi, soit vraiment ce que tu penses que ça va être. L'exemple que je vais me donner, c'est la première élection de Donald Trump, où ce qui a gagné, en 2016. Un mois avant, je me rappelle, hey, Ghislain, trouve-moi une façon de sortir des États-Unis. Si Trump rentre, c'est sûr que ça va crasher. C'était ça que j'ai entendu pendant 2 mois avant, fin novembre 2016. Fin novembre 2016, Trump est élu. Puis pendant un mois et quelques années après, la bourse s'envole. Donc, tu n'avais pas besoin de t'inquiéter pour le timing, c'est une élection. Tu avais 2 variables. Tu as eu peur de un, tu as eu raison que ça s'est manifesté, mais tu t'es complètement planté sur la réaction. Donc, c'est pour ça qu'on se soucie beaucoup plus des changements climatiques et son impact sur les business puis l'économie mondiale à long terme que le géopolitique. Très pertinent, très intéressant comme point. Tu sais, ce que je retiens, c'est que c'est dur à prédire, très, très dur à prédire, dur à prévoir, mais aussi, c'est que malgré évidemment le drame humain que ça cause, c'est qu'il y a des perdants et des gagnants. Et dans le fond, votre rôle à vous, c'est plus de prendre l'opportunité lorsqu'il y a une situation qui arrive en se positionnant, dans le fond, suite, une fois qu'elle est arrivée. Là. Puis soyons tous très heureux du fait que vous appelez des Québécois, des Canadiens, Absolument. des Nord-Américains. Même si la politique n'est pas toujours rose, là, sud de la frontière, on reste dans un pays de paix. La plupart des business de votre portefeuille, leurs opérations de tous les jours est ininterrompue par le conflit, même s'il y a un petit peu plus d'inflation dans le système à cause du conflit. Excellent point. Ouais. Excellent point. J'ai envie de poursuivre avec toi avec des questions en rafale. On s'en fait parler beaucoup. Premier, je dirais, tu parlais de l'endettement au Canada, marché immobilier canadien, évidemment que la hausse des taux d'intérêt. Qu'est-ce que vous en pensez? Le marché immobilier a commencé à descendre, c'est pas fini. Ouais. Le mécanisme de transmission des nouveaux taux d'intérêt plus élevés, c'est pas rapide comme la bourse, ce qu'on peut déjà anticiper d'avance parce que il y a des transactions en nanosecondes. Il n'y a pas de transaction en nanosecondes en immobilier. Il y a beaucoup plus de friction dans une transaction immobilière et dans un projet d'investissement. Donc, le mécanisme de transmission des nouveaux taux d'intérêt est plus long. Ça a commencé, c'est pas fini. OK. Mais il y a un manque de logement. Là. Et à long terme, là, on n'a pas parlé de changement climatique, mais à long terme, on va vivre un phénomène de migration climatique et le Canada va être un bénéficiaire. À moins qu'on ferme nos frontières, là, si on veut croître la population avec une bonne immigration, on va facilement avoir du monde qui voudra vivre chez nous dans les prochains 40-50 ans. Et donc, il ne faut pas voir la correction du marché immobilier différemment que la correction boursière. Les deux corrigent à différentes intensités, à différents timings. Les deux vont trouver une stabilité. Les deux vont reprendre. Excellent, absolument. Ouais. Au niveau du taux de change, le dollar US a été très fort cette année. Comment voyez-vous la direction du dollar US et aussi par rapport aux Canadiens pour la prochaine année? C'est pas une ligne droite, comme on le voit dernièrement, mais on pense que le dollar américain va ultimement, surtout relatif au dollar canadien, va ultimement finir plus haut. L'euro, le yen, les devises asiatiques ont déjà beaucoup chuté versus le dollar US. Il faut que la Banque centrale se calme dans ses augmentations pour qu'on ait fondamentalement une raison de croire que c'est fini. Donc ça, je me réserve une gêne. Puis en fait, il y a certains gestionnaires qui s'intéressent à l'Europe parce qu'il y a tellement de mauvaises nouvelles en Europe que les stocks sont tellement moins chers. En plus, chaque dollar canadien achète beaucoup plus d'euros qu'avant. Ouais. Le dollar US encore plus. Donc, c'est un dollar US un portefeuille qui peut être déployé en Europe, là, tu peux en acheter du stock là, pour un investisseur à long terme. Puis des bonnes compagnies, Nestlé, ils vont de la bouffe. Là. Ils ne vont pas disparaître. Là. C'est ça.
C'est plus stable que la Banque Royale, Nestlé. Là. Donc, je ne dis pas qu'on achète ça, je dis juste qu'il y a plein d'exemples de grosses compagnies à aubaine qui peuvent être intéressants. Par contre, au dollar canadien, nous, on est très endettés comme ménage. Chaque augmentation va pincer. Ça ne veut pas dire que la bourse va descendre autour, parce que la bourse est déjà pas mal moins chère que plein d'autres bourses au Canada. Donc, il n'y a pas de problème d'évaluation au Canada. Les stocks sont pas chers, ils ne sont pas très, très. Ben, il y en a certains qui sont cheap, là, mais il n'y a pas de problème d'évaluation maintenant. Il n'y en a plus. Par contre, ça va être difficile pour l'économie canadienne de gober tous ces taux d'intérêt-là comparé à d'autres, parce qu'on est très endettés, puis on a une grosse proportion de notre économie qui est basée sur la construction. Puis nos hypothèques, ce n'est pas comme aux États-Unis que c'est des 30 ans déductibles. C'est du variable ou du 5 ans, pas déductible. Donc, on va le goûter au taux d'intérêt. Ça va freiner l'économie. Ça va se traduire dans un dollar qui va probablement passer dessous les 70 sous. Ouais. On a 74 aujourd'hui. Oui. Ouais. Là, l'importance également de la diversification dans les portefeuilles, de ne pas d'aller chercher plusieurs économies pour justement profiter des opportunités, encore une fois, si justement le Canada a plus de difficultés dans les prochaines années. Prochaine question, évidemment, avec les taux d'intérêt qui montent, ça amène des taux d'épargne qui sont également plus élevés. On n'avait pas vu ça depuis plusieurs années. Les certificats de placement garantis, on voit également que les taux d'intérêt commencent à être un petit peu mieux. Comment voyez-vous ça de votre côté, les CPG? Est-ce que c'est un bon investissement présentement? Moi, on ne voit pas ça comme un investissement, on voit ça comme c'est quelqu'un qui ne veut pas investir et qui veut juste placer son argent puis avoir une certitude du résultat 12, 24. En fait, c'est l'inverse d'investir. Par contre, c'est vrai que les taux d'intérêt ont augmenté, donc il y a une attraction aujourd'hui qui n'était pas là avant, puis on comprend tout à fait ça. Et si quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, moi j'ai une facture fiscale dans 12 mois, je sais qu'il faudra que je débourse une somme, c'est tout à fait raisonnable de prendre un CPG puis synchroniser la période de déboursement avec la période du terme du CPG. Il y a du monde, il y a des conseils qui utilisent des cash wedge, je ne vais pas parler en détail, mais ça aussi, CPG peut être un bon outil. Par contre, un investisseur, si quelqu'un veut moins investir à la bourse ou a déjà assez d'argent à la bourse, par exemple, a la nouvelle argent à investir, veut profiter des taux d'intérêt plus élevés, mais qui n'est pas un sauveur, c'est un investisseur. Hein. T'es bien mieux d'aller directement dans le marché dans les obligations que le CPG. Pour 3 raisons. 1, les obligations payent plus que le CPG. Puis ça, on a plein d'histoires derrière ça. Là. Si vous voulez, je peux vous partager des graphiques, là, mais les taux d'intérêt ont monté pour les CPG, ils ont monté plus pour les obligations. Puis si vous avez des doutes, là, regardez juste les fonds d'obligation, à quel point ils ont chuté. Ça, là, une obligation, c'est émis à 100 $. Ça mature à 100 $. Aujourd'hui, vous pouvez les acheter à 85 $. Il y a dépendant du produit, là, je généralise. Là. Mais si vous l'achetez à des obligations en moyenne à 85 $, parce que ça a chuté beaucoup cette année, vous avez 15 $ de gain au capital garanti, parce que ça va finir à 100. Ce n'est pas un revenu variable comme la bourse ou l'immobilier, c'est un revenu fixe, garanti par l'émetteur. C'est notre job de faire ça, de juste prêter à des bons émetteurs, des bons gouvernements, des bonnes grosses compagnies. En plus du taux d'intérêt qui a été prescrit, qui est aussi garanti. Donc, la mathématique totale pour le marché de revenus fixes brut, ça frôle les 8 %. Donc, même si tu enlèves les frais, tout ça, tu es bien au-delà des CPG. Ça, c'est raison numéro 1. Raison numéro 2, on a parlé de récession tantôt. La meilleure classe d'actifs dans le début d'une récession, c'est les obligations. Donc, au taux que 2022, là, les taux d'intérêt ont monté, la bourse et les obligations ont descendu, ce qui a été rough pour les investisseurs conservateurs, parce que d'habitude, si la bourse descend, tu as un contrepoids du marché de revenus fixes. Mais ce n'était pas la raison pourquoi la bourse descend. Là, elle descendait à cause des taux d'intérêt. Mais si la prochaine dynamique de marché, ce n'est pas des augmentations de taux d'intérêt parce qu'on les a déjà faites, c'est plutôt certaines parties de la bourse que leur profit descend, ralentissement économique. Si ça affecte négativement certaines parties de la bourse, ça n'affecte pas le revenu fixe du revenu fixe, parce que c'est fixe. Donc, tu pourrais avoir une période où tu aurais des gains au capital au-delà du taux d'intérêt d'alentour de 8 %. Tu pourrais avoir un contexte où le marché de revenus fixe fait du 10 si l'économie ralentit beaucoup. Et je veux ce contrepoids-là dans ma diversification. Puis raison numéro 3, si vous contractez un CPG sur 5 ans, là, vous êtes gelé pour 5 ans. Vous ne pouvez pas changer d'idée. Vous ne pouvez pas devenir opportuniste. Vous ne pouvez pas profiter de la volatilité si ça continue.
Et mettons qu'il y a une récession, là, puis mettons que la récession est féroce, là, juste pour être honnête avec des possibilités de scénario, Ouais. puis mettons que le crash immobilier canadien, il s'approfondit par à peu près. Ben moi, si dans 6 mois, la Banque Royale, pour revenir à cet exemple-là, qui avait un dividende de 4, qui a un dividende de 4,4 aujourd'hui, ou je ne sais pas quoi, là, se trouve que le titre a descendu temporairement. Il se trouve avec un dividende de 6,5. Ben, je serais tenté à changer d'idée puis prendre un peu de mon argent de revenu fixe. Ça s'appelle un rééquilibrage. Je prends de ce qui a bien fait d'une récession, qui est le revenu fixe. Puis j'achète ce qui a moins bien fait d'une récession, dont la récession, qui est une action cyclique sensible à l'économie, comme une banque. Puis je n'achète plus à des aubaines. Parce que l'économie va retourner comme elle a fait toujours. C'est pas des petites réponses, là. Je réalise. Non, mais on apprécie, c'est toujours très pertinent. Puis, tu sais, dans les récessions, on dit souvent que c'est là que les meilleures affaires sont là, tu sais, parce qu'évidemment, tout est en solde, puis c'est souvent là qu'on peut faire de très bonnes affaires. Donc, j'apprécie ton commentaire. Puis, effectivement, les obligations, on en parle, Zach et moi, dans nos rencontres. Puis, c'est vrai qu'il y a une belle opportunité quand même dans ce secteur-là. Moi-même, je n'avais jamais acheté d'obligation de ma vie. Ça fait 23 ans que j'ai fidélité, 100% dans la bourse. Mais je me trouve avec du revenu fixe de Montréal parce que il y a des aubaines. C'est pas cher. Effectivement. Ben, merci beaucoup, Ghislain, pour ton temps. Merci pour ta disponibilité et surtout ton expertise, ta pertinence. Merci à tous nos clients d'avoir assisté à ce webinaire-là. Si vous aimeriez entendre d'autres sujets, vous avez des suggestions sur nos capsules trimestrielles, écrivez-nous suite à l'envoi de ce courriel-là. Ça va nous faire plaisir d'aborder les sujets que vous voulez. Et je vous dis merci et à une prochaine fois.